Heureuse de vous retrouver. Il est 13h à Yaguiné dans la région de Caille. Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour à tous. Au micro, nous sommes Brahma Traoré et Fatou Djabi. Bonjour à tous. Les titres. Le Mali réalise une prouesse dans la recherche biomédicale, une performance saluée par le sous-secrétaire américain en charge des affaires africaines. Il a visité les laboratoires de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, les échos dans cette édition. La Cour internationale de justice déclare qu'un environnement propre, sain et durable était un droit de l'homme, un avis non contraignant mais considéré comme un tournant dans le droit international relatif au climat. La Chine et l'Union européenne célèbrent ce jeudi à Pékin le 50e de leurs relations. Une célébration au goût amer puisque les deux puissances voient les relations perturbées par de nombreux différends à la fois diplomatiques et politiques. Plus rien ne semble arrêter le nouveau conflit qui oppose le Cambodge à la Thaïlande. De nouveaux échanges de tirs ont eu lieu ce jeudi à la frontière entre les deux armées. Au moins 9 personnes ont été tuées et 14 autres blessées. Maroc au Nigeria, c'est l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se joue samedi. La leçon du sport ce jeudi porte sur les sanctions en handball, une discipline qui se distingue par sa complexité et ses règles. C'est un document très important puisqu'il organise la répartition des biens du défunt entre ses héritiers. Vous avez certainement deviné, il s'agit du testament dans le viseur de la chronique judiciaire en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Les États-Unis veulent ouvrir une nouvelle page dans les relations sécuritaires et politiques avec le Mali. Le sous-secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines l'a réaffirmé aux autorités maliennes au cours de sa visite à Bamako. Pas seulement, Washington est également intéressé par la formation des chercheurs maliens. Fatou Djabi. Oui, Brahma Traoré, c'est pourquoi avant de quitter la capitale malienne, Will Stevens a invité les laboratoires de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Question de s'enquérir du fonctionnement de la structure sur les pas du diplomate américain Aliou Abdoulaye Touré. Cette visite du sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Will Stevens, accompagné de l'ambassadrice des États-Unis au Mali, a pour but de se faire une idée du fonctionnement des laboratoires de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Le diplomate américain est venu s'imprégner des conditions de travail des chercheurs maliens formés aux États-Unis dans le cadre d'une collaboration qui existe entre nos deux pays. Will Stevens est sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Yeah. The work that's happening here. Le travail qui se passe ici n'est pas seulement pour le Mali, mais c'est un travail qui se fait pour tout le monde entier. Et que cette collaboration qui se passe entre le Mali et les collaborateurs aux États-Unis est excellente parmi les différentes recherches qui se passent dans le monde. Un exemple pour le monde entier est que tout ce qui se passe ici dans la recherche biomédicale montre cette exemplarité, cette bonne collaboration entre les deux pays, les laboratoires de classe mondiale, des chercheurs de classe mondiale et aussi l'engagement des chercheurs aujourd'hui qui donnent leur sang vraiment pour lutter contre les maladies. Quant à l'ambassadrice américaine, elle a rappelé que la coopération entre le Mali et les États-Unis date de plus de 60 ans. S'agissant du domaine de la santé, les deux pays entretiennent des relations depuis maintenant plus de 30 ans. La diplomate américaine a aussi invité la jeunesse malienne à embrasser des études de mathématiques et de sciences afin de mettre le Mali au rang des pays qui comptent en matière de santé. Voilà, vous l'aurez compris, il s'agissait de la coopération sécuritaire et économique. Et outre la santé, le pays de l'oncle Sam pourrait également renforcer sa coopération avec le Mali dans le secteur de l'agriculture, un secteur stratégique dans le viseur des membres de la commission sincère ANR. Oui, il rencontre le ministre de tutelle pour avoir des informations de première main sur l'état de mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation relatives à l'agriculture. Des recommandations qui sont au nombre de 14. C'est ce que nous dit Mamadou Fane qui a suivi la rencontre.
L'agriculture est un secteur stratégique pour l'émergence du Mali. Lors des assises nationales de la refondation, des recommandations fortes avaient été faites pour développer le secteur. C'est pour comprendre la mise en œuvre de certaines de ces recommandations que les membres du Sincère ANR, devenus Sincère des forums nationaux pour la refondation, ont échangé avec le ministre de l'Agriculture. Bougouna Sogoba, porte-parole du Sincère des forums nationaux pour la refondation. Il y en avait 14 recommandations, mais nous avons visé aujourd'hui une recommandation précise qui était celle concernant la transformation de l'ensemble des produits agricoles au niveau du Mali ici. Parce que c'est en transformant les produits chez nous que nous allons faire la valeur ajoutée et c'est en cela que nous allons contribuer à une émergence des agriculteurs parce que toutes les productions qu'ils vont faire, que ce soit le coton, que ce soit le maïs, que ce soit le sésame, l'arachide, donc toutes ces productions devraient être transformées. La politique agricole, la disponibilité des équipements et intrants agricoles, la création des agropoles, la valorisation de certaines filières sont des sujets qui ont fait l'objet d'amples échanges avec le ministre. Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. Notre mission fondamentale, c'est d'œuvrer à améliorer la production et la productivité agricole au Mali pour aller vers l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Toutes les actions qui sont prévues doivent nous permettre d'aller à ce niveau. C'est surtout l'émergence de l'agro-industrie, un système agroalimentaire développé, moderniser le secteur agricole, moderniser les exploitations familiales, moderniser les entreprises pour leur permettre de pouvoir aller à l'émergence d'un secteur agro-industriel. Donc nous allons nous investir pour que la matière première par rapport à l'ensemble des filières prioritaires en République du Mali soit disponible. Les efforts déployés par le département de l'agriculture permettront une mise en œuvre de toutes ces recommandations. Cela passe par plus de moyens, mais aussi par une synergie d'action des acteurs du monde agricole. 13 heures passées de 7 minutes allons hors de nos frontières. Au Bénin, le gouvernement est dans la dynamique d'attirer les afro-descendants et de faciliter leur retour sur la terre de leurs ancêtres déportés. Le président béninois Patrice Talon a nommé hier le célèbre cinéaste et réalisateur américain Spike Lee et son épouse Tonia, ambassadeurs thématiques auprès de la diaspora afro-descendante des États-Unis. Cette nomination vise à rétablir les liens historiques et culturels avec cette communauté dans le monde. La mission du couple Lee sera de porter le programme et les initiatives du gouvernement béninois visant à reconnecter les afro-descendants avec leur origine béninoise. Une précision importante, l'ambassadeur thématique n'est pas un ambassadeur plénipotentiaire. Il ne présente pas de lettre de créance. Pas de nomination en Gambie, mais plutôt le Front social est en ébullition. Plus d'1 millier de personnes ont manifesté hier à Banjul, la capitale, contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Une mobilisation jamais organisée depuis l'arrivée au pouvoir du président Adama Barrow en 2016. À l'origine de la colère des manifestants, un scandale autour de la vente des biens confisqués à l'ex-chef de l'État Yahya Jammeh. Mais le malaise va bien au-delà. Les manifestants dénoncent un système miné par les abus de pouvoir, les services publics défaillants et la dégradation du secteur de la santé. En revanche, il est question de justice en République démocratique du Congo où le procès de l'ex-ministre de la Justice a repris hier devant la Cour de cassation. Constant Moutamba est poursuivi pour détournement de fonds dans le cadre de la construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Une tentative de virement de 19 millions de dollars intéresse particulièrement la justice. Plus de 4 heures de questions-réponses dans ce procès que l'ex-garde de Sceaux a lui-même qualifié d'historique. Je joue mon avenir, laissez-moi le temps de m'exprimer, a-t-il régulièrement répété à la barre. La prochaine audience doit avoir lieu le 30 juillet prochain. Pas de procès au Mozambique pour l'instant, mais l'opposant Venancio Mondlane est formellement inculpé d'incitation au terrorisme. Le parquet l'accuse d'avoir orchestré
via les réseaux sociaux, une révolution agit avec préméditation et mène le pays au chaos. L'acte d'accusation évoque la mort de centaines de personnes, la paralysie des services publics et la fermeture des frontières. Son inculpation ouvre la voie à un procès. Aucune date n'est pour le moment fixée pour ce procès. En attendant, l'ancien candidat à la présidentielle est libre mais toujours sous contrôle judiciaire. En Centrafrique, l'heure est plutôt à la publication des listes électorales provisoires qui marquent un pas important dans le processus électoral en cours. À 5 mois des élections générales de décembre prochain, l'autorité nationale des élections a donc publié hier ces listes. Et celles-ci sont affichées dans différents centres de vote à Bangui et dans certaines villes de province. Lancées en décembre 2024, les opérations d'enrôlement ont pris du retard à cause de problèmes techniques, financiers et sécuritaires selon les autorités. Si certains électeurs saluent les efforts de l'organe électoral, d'autres relèvent des imperfections pouvant remettre en cause la crédibilité des prochains scrutins. En Ouganda, par contre, on est exactement à 6 mois de la présidentielle. Le président Yoweri Museveni tente de reprendre la main en cause des primaires chaotiques organisées le 17 juillet dernier au sein du parti au pouvoir, le NRM. Ces dernières ont été marquées par des scènes de violence et des accusations de fraude dans plusieurs circonscriptions. Mardi, sur son compte X, le chef de l'État ougandais a promis une série de mesures contre les responsables et s'est engagé à nettoyer son parti de ce qu'il qualifie de profiteurs égoïstes. Brahma Traoré, aucune élection en vue au Soudan, mais le pays fait toujours face à la crise sécuritaire. L'ONU a appelé une nouvelle fois mardi à une cessation immédiate des hostilités et à la protection des civils et du personnel humanitaire. Alors que près de 2/3 de la population ont besoin d'une aide d'urgence, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont mené une opération contre la ville d'El Fasher, qu'elle assaigne depuis 15 mois. L'armée régulière qui contrôle la ville du Darfour a réussi à repousser l'attaque. Et pendant ce temps, la Cour internationale de justice a déclaré hier qu'un environnement propre, sain et durable était un droit de l'homme. Un arrêt qui ouvre la voie à d'autres actions juridiques, y compris le recours à la Cour par les États pour s'obliger mutuellement à rendre des comptes, ainsi qu'à des poursuites judiciaires nationales. Selon la Cour internationale de justice, les nations lésées par les effets négatifs du climat pourraient avoir droit à des réparations. Les défenseurs des droits de l'homme ont immédiatement salué l'avis de la juridiction internationale, un avis non contraignant mais considéré comme un tournant dans le droit international relatif au climat. Un autre tournant, c'est le nombre de pays qui condamnent la guerre à Gaza qui augmente en Libye. Le Premier ministre a reçu hier à Tripoli le haut conseiller américain pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Massad Boulo. Lors de cet échange diplomatique, le chef du gouvernement libyen a exprimé la position ferme de son pays sur la guerre en cours dans la bande de Gaza. Dans un communiqué diffusé par son cabinet, il condamne ce qu'il qualifie de crimes, famine et agression continue contre les Palestiniens. La Libye rejoint ainsi plusieurs pays arabes ayant publiquement dénoncé les conditions inhumaines dans le territoire palestinien. Selon le ministère de la Santé de Gaza, près de 60 000 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit. Mais l'ONU considère ce chiffre comme le plus fiable à ce jour. Autre chiffre à retenir, au moins 9 Thaïlandais ont été tués et 14 autres blessés dans une frappe d'artillerie cambodgienne. Ce jeudi, de nouveaux échanges de tirs ont eu lieu à la frontière entre les armées du Cambodge et de la Thaïlande. C'est ce qu'ont indiqué le ministère cambodgien de la Défense et l'armée thaïlandaise. Si les deux pays s'opposent de longue date sur les tracés de leurs frontières, la crise en cours est la plus grave depuis près de 15 ans. L'ambassade thaïlandaise a appelé ses ressortissants à quitter le Cambodge. Au même moment, un sommet Chine-Union européenne s'est ouvert ce jeudi à Pékin pour le 50e de leurs relations diplomatiques. Les deux puissances voient leurs relations perturbées par de nombreux différends. Les divergences sont politiques et diplomatiques. L'UE reproche l'alignement de Pékin sur la Russie en Ukraine ou encore son soutien à l'Iran. Au-delà de ces divergences, les économies de l'Union européenne et de la Chine représentent plus d'un tiers du PIB mondial,
34,4% et les échanges entre ces deux blocs représentaient plus de 845 milliards d'euros de biens et de services en 2024. Et Pékin et les 27 veulent donc revoir à la hausse le volume de leurs échanges commerciaux. En attendant, les États-Unis annoncent une nouvelle vente d'armes à l'Ukraine. C'est la deuxième du genre depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. C'est une vente à hauteur de 322 millions de dollars. Elle comprend des véhicules blindés, des pièces détachées, des équipements pour les missiles de défense anti-aérienne. Au même moment, Russes et Ukrainiens ont conclu hier une troisième session de négociations directes à Istanbul, en Turquie. Les deux parties ont constaté l'éloignement de leur position pour mettre fin à la guerre et ne s'accordant que sur un nouvel échange de prisonniers. Retour au Mali, direction la capitale des Balanzans, où on vulgarise la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. C'est à la faveur d'un atelier à l'initiative du ministère en charge de la refondation de l'État. Le but de l'exercice est de partager le contenu des documents avec la population de la région et de solliciter son implication pour leur mise en œuvre effective. La finalité était l'amélioration de la qualité de la gouvernance au Mali. De Ségou, une correspondance de Honoré Thienou. Pour disséminer le contenu de la stratégie nationale de lutte contre la corruption ainsi que le plan d'action 2023-2027, le ministère de la refondation de l'État initie la présente rencontre à Ségou. Les parties prenantes s'approprient la stratégie afin de se mobiliser pour sa mise en œuvre. Dr Aboubakar Konaté, conseiller technique au ministère de la refondation de l'État. C'est un document qui est constitué de 4 axes. Et au niveau de 4 axes, nous avons collé un objectif spécifique. Ça veut dire que nous avons aussi 4 objectifs spécifiques qui se trouvent effectivement dans ce document qui nous oriente. Mais à chacun des objectifs spécifiques, il y a vraiment des objectifs opérationnels qui sont au nombre de 17. Si nous parvenons à réaliser ces 17 objectifs opérationnels, nous aurons atteint un certain nombre de résultats, plus précisément 36 résultats qui sont attendus. Yaya Bamba, premier vice-président du Conseil régional de Ségou. Nous saluons et soutenons cette initiative et invitons tous les acteurs au développement à une synergie en vue de lutter efficacement contre ce fléau qui gangrène notre société. Les axes d'intervention et les résultats attendus de la stratégie de lutte contre la corruption sont donc présentés aux parties prenantes, choses qui permettront d'identifier avec celles-ci des pistes de collaboration et formuler des recommandations concrètes pour accompagner la mise en œuvre régionale de la stratégie, entre autres. Mohamed Abouakrine Ag Mohamed Ali, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou. La corruption impacte les couches les plus vulnérables de la société en augmentant les coûts des prestations et en réduisant l'accès aux services sociaux de base. Il est important de lutter contre la corruption pour garantir aux citoyens un avenir plus juste, plus prospère et plus démocratique. Cette activité fait partie des réformes et initiatives majeures entreprises par les pouvoirs publics pour lutter contre la corruption, un des chantiers prioritaires de la refondation de l'État. Ségou Honoré Thienou Bakary Traoré pour l'ORTM. « 13h passées de 17 minutes dans la page sport de cette édition. On parle de handball avec le championnat national senior qui a démarré hier et se poursuit au stade du 26 mars. Oui, Fatou Djabi, en football, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines oppose samedi le Maroc au Nigeria. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Thienou. Tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle, pas de match aujourd'hui. La compétition reprend demain avec la 3e journée. Dans la poule A, au stade Mamadou Konaté, le FC Balanzan sera face à TFC de Tombouctou. Entre-temps, au stade Wenzin Koulibaly, lui de Agerhawk jouera contre ATS de Kourou. Les deux rencontres démarrent à partir de 16h. Derby Academy est exempté. Dans la poule B, on joue à partir de 18h15. Au stade Wenzin Koulibaly, ASK affrontera FC Malikoura et au stade Mamadou Konaté, le Sony de Gao croisera le fer avec AS Douane. Chez les femmes, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 opposera samedi le pays hôte, le Maroc, au Nigeria, géant du football féminin africain. Si le Maroc a impressionné par son organisation et son soutien populaire, le Nigeria a lui livré un véritable parcours de combattant. Sur papier, le Nigeria garde l'avantage grâce à son histoire, son expérience et son effectif talentueux capable de marquer dans les moments difficiles. La finale s'annonce donc très ouverte entre l'expérience du Nigeria et la fougue
marocaine. En Europe, l'Espagne a rejoint l'Angleterre en finale de l'Euro. L'Espagne est venue à bout de l'Allemagne en demi-finale de l'Euro hier, 1-0 après prolongation. L'Espagne accède à la première finale européenne de son histoire et affrontera l'Angleterre pour le sacre dimanche. Handball pour terminer. Le championnat national senior a démarré hier et se poursuit dans la salle Abdallah Hydra du stade du 26 mars. À 15h, la commune 6 recevra la commune 2. Concerne les hommes. Sur la dame, l'AS Police accueillera l'ISFAS et ce sera la dernière rencontre de la journée. Hier, en homme, l'ISFAS a battu l'AS Police 30-29 et le centre sport de Missabougou a dominé le centre sport de Lafiabougou 38-28. Nous restons avec Isaac Tchenou pour parler de la leçon du sport. Elle porte ce jeudi sur les sanctions à handball. La discipline se distingue par sa complexité et ses règles, nous dit notre chroniqueur suivant. Le handball est un sport complexe avec un ensemble de règles nuancées. Des règles qui impliquent de nombreuses relations de cause à effet. Amadou Baïga, entraîneur de handball, nous donne des précisions. L'échelle des sanctions disciplinaires est la suivante. Avertissement, carton jaune. Exclusion, 2 minutes. Disqualification, carton rouge. Disqualification directe, carton rouge avec rapport. Un joueur ne peut recevoir qu'un seul avertissement et 2 exclusions. Et la troisième entraîne une disqualification. Ce joueur ne pourra plus participer au match, mais après 2 minutes peut être remplacé par un autre joueur. Les fautes graves peuvent entraîner une disqualification directe avec rapport des arbitres. Les officiels peuvent être sanctionnés d'un avertissement et d'une exclusion. Les sanctions sont échelonnées suivant l'appréciation de l'arbitre. En handball, les sanctions disciplinaires sont progressives et adaptées en fonction de la gravité de la faute commise par le joueur ou l'officiel. Si un officiel est sanctionné, un joueur fait toujours les frais. L'officiel suspendu doit faire sortir un joueur pendant 2 minutes. S'il est disqualifié, un de ses joueurs sort pendant 2 minutes et l'officiel quitte le banc. Une équipe ne peut obtenir globalement que 3 avertissements. Les officiels, 1 avertissement. Les sanctions dépendent de l'appréciation des arbitres. Malgré toutes ces complexités, cette discipline olympique d'origine allemande reste un des sports de main les plus charmants et élégants dans le monde. Chronique judiciaire. Si vous voulez éviter tout conflit entre vos héritiers, il devient primordial d'y penser. Il s'agit du testament, un document très important puisqu'il organise la répartition des biens du défunt entre ses héritiers. Oui, en l'absence de testament, beaucoup de familles se voient obligées de porter leurs différends devant les juridictions compétentes. On en parle dans la chronique judiciaire en rediffusion signée Garibou Pérou. Unilatéral en général, le testament est un acte par lequel un adulte dévoile ses volontés post-mortem. L'auteur précise les dispositions qui seront à prendre. En principe, l'acte prend effet à partir du décès du testateur. Maître Boubacar Soumaré, avocat inscrit au barreau du Mali. Il a ce qu'on a appelé chez nous la dévolution successorale ab intestat. C'est la dévolution successorale par la voie du testament. C'est prévu par l'article 751 du Code des personnes et de la famille. Donc c'est un mode de dévolution successorale qui est prévu et réglementé par le droit positif malien. Il n'est pas un acte obligatoire, mais il est un acte souhaité dès lors qu'on a des biens dans son patrimoine et qu'on croit à la mort. Non obligatoire, il existe plusieurs testaments. Nous avons par exemple le testament authentique, holographe, mystique, dont le contenu reste secret jusqu'à l'ouverture. Le testament authentique, c'est celui-là qui est reçu par 2 notaires ou par un notaire assisté de 2 témoins plus du testateur. Ensuite, il y a le testament holographe. Le testament holographe qui n'exige pas forcément qu'il soit reçu par un notaire est rédigé de la main du testateur ou sous sa dictée. Et ensuite, il y a le testament mystique. Pour le testament mystique, c'est prévu justement par les dispositions de l'article 1026 du Code des personnes et de la famille. Ce testament doit être reçu en forme dactylographiée. Le testataire dicte, c'est reçu en forme dactylographiée, signé par lui et cacheté. Et en présence de 2 témoins, le testament mystique est déposé au cabinet d'un notaire. Comme son nom l'indique, personne ne connaît ce qui est à l'intérieur, puisque aucune forme n'est exigée. Celui qui n'a aucun moyen peut exprimer sa dernière volonté sous sa dictée à une personne qui sait lire.
qui sait écrire. Le testament a des avantages en termes de traçabilité et de protection et point besoin de dépenser de grosses sommes pour l'établir. Son établissement est pratiquement sans frais. Le testament organise le rapport entre les testataires et les tiers. Il a un rapport aussi avec les ayants droit eux-mêmes parce que chacun mesure sa place. Donc c'est la récompense du mérite qui a été la volonté du testataire en attribuant tel bien à telle personne et tel autre bien à telle personne. Le père peut par exemple, au soir de sa vie, ne pas être content de tel enfant ou de telle épouse. Les testaments qu'il avait déposés chez un notaire depuis tant d'années, sans aucun problème, il peut être amené à aller modifier en diminuant la part de tel enfant ou de telle épouse. Donc certains pensent que les testaments souvent donnent lieu à des règlements de comptes. Les testaments bien encadrés respectent le cadre légal. Aujourd'hui, on a comme l'impression que dans certaines situations, l'homme est pressé de la mort de l'homme. Il ne reste plus qu'à aller s'endetter en disant « je vais te rembourser dans ma part de succession ». Et c'est la raison pour laquelle le législateur a dit « les pactes sur succession future sont interdits ». Authentique, holographe ou mystique, le testament est un moyen de régler sans animosité la question successorale. Les retours légaux des parents qui consistent à reprendre les biens transmis à l'enfant malheureusement rappelé à Dieu peut être pris en compte dans les droits positifs, jusqu'ici muets sur la question. 13 heures passées de 26 minutes, vous savez désormais comment faire pour éviter tout conflit entre vos héritiers. Ceci étant, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous juste après Kani Keita pour les avis et communiqués. Vous l'aurez compris, c'est donc tout pour ce 13 heures mise en onde par Alimata Ouattara, mise en ligne Amadi So. Ousmane Daou nous a aidé à la réalisation. Au microphone, nous sommes Bourama Traoré et Fatou Djabi. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle fin de journée à vous, où que vous soyez.